Merci beaucoup. Donc merci Dominique, que je ne vois plus, elle a disparu. Elle est partie, carrément. Bon. En tout cas, je suis ravie de vous parler un petit peu thérapie cellulaire et sclérose en plaques aujourd'hui, avec une question finalement un peu brûlante. Est-ce qu'il y a encore une place pour la thérapie par cellules stromales mésenchymateuses dans la sclérose en plaques? Alors, je vous ai refait un petit récapitulatif, quelques chiffres clés sur la CEP. Il y a 2,8 millions de personnes atteintes dans le monde. Il faut savoir que c'est des chiffres qui augmentent sur les dernières années. En France également, l'incidence de la CEP augmente. On en a 134 000 maintenant. Et vous voyez qu'il y a un fort gradient sud-nord. Et il y a une forte incidence en Amérique, mais également en Europe, de cette maladie qui touche, je vous le rappelle, des jeunes adultes avec une médiane de début à 32 ans, 3 femmes pour un homme, et qui est la première cause de handicap non traumatique chez les adultes jeunes. Donc c'est un vrai problème de santé publique, la sclérose en plaques. Et donc moi je vais reprendre aussi un petit peu, alors pas tout à fait le même plan qu'Alain, vous verrez que je l'ai pris un peu à l'envers. Je suis partie des essais cliniques pour aller vers les modèles murins et le nouveau design d'un essai clinique. Mais en tout cas, pour reprendre un peu sur le plan physiopathologique, c'est une maladie un peu complexe, la sclérose en plaques. On distingue classiquement 2 grandes phases dans cette maladie qui sont très probablement intriquées. Une phase rémitante qui est caractérisée en fait par des vagues d'infiltration de cellules immunitaires qui viennent de la périphérie, qui pénètrent dans le système nerveux central pour former des nouvelles lésions, ces nouvelles lésions qu'on voit à l'IRM, qui peuvent être symptomatiques, et dans ces cas-là, on parle de poussée de sclérose en plaques. Il faut savoir que la majorité des nouvelles lésions sont d'ailleurs pas symptomatiques, et on peut d'ailleurs découvrir de manière fortuite des scléroses en plaques sur des IRM réalisées de manière systématique. Et puis il y a une phase plus complexe sur le plan physiopathologique qu'on appelle la phase un peu progressive de sclérose en plaques, où de manière très caricaturale, parce que ce n'est pas non plus tout à fait vrai, il y a beaucoup moins ou quasiment plus d'infiltration de cellules immunitaires de la périphérie. On ne voit pas tellement de nouvelles lésions qui se forment à l'IRM. D'ailleurs, les patients sont souvent ultra frustrés parce qu'ils disent « mais moi, je vais moins bien, mais malgré ça, vous me dites que mon IRM, elle ne bouge pas ». Donc ça, c'est une réalité. Il n'y a pas de nouvelles lésions, il n'y a pas de nouvelles poussées, mais malgré ça, les patients vont moins bien et se dégradent. C'est ce qu'on appelle le handicap d'aggravation progressive. Et on a des pistes physiopathologiques pour comprendre cette aggravation. On sait qu'il y a des organes lymphoïdes tertiaires dans les méninges de ces patients et qu'il y a probablement une réactivation du système immunitaire dans les méninges des patients atteints de CEP progressive. Il y a aussi un phénomène important, et là j'étais très intéressée par les travaux sur les macrophages, mais il y a dans la sclérose en plaques des lésions qu'on appelle des slowly expanding lesions, qui sont des lésions qui augmentent progressivement de manière concentrique, et une des caractéristiques de ces lésions, c'est qu'il y a une couronne de microglies activées, qui sont vraiment les macrophages du système nerveux, qui ont justement un phénotype très particulier. Et on sait aussi que maintenant il y a des cellules résidentes mémoire qui probablement participent aussi à l'activation et au changement de phénotype de ces cellules microgliales. Et en plus, quand on est quand même dans le cerveau, il y a des phénomènes de neurodégénérescence qui se surajoutent. Donc, vous avez compris un peu la complexité et puis les phases un peu de cette maladie, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, dans la CEP de forme rémitante pure, on sait faire arrêter les nouvelles lésions. On sait empêcher qu'il y ait des poussées. Par contre, on n'est pas bon, on est même très très mauvais pour arrêter la progression du handicap. C'est là qu'il y a un véritable effort des équipes de recherche actuellement pour trouver un traitement qui, sur le plan physiopathologique, permette de stopper la progression du handicap. Alors, est-ce qu'on a besoin de traitements dans la CEP? C'est ce que je viens de vous dire. On a des traitements de haute efficacité depuis déjà plus d'une dizaine d'années dans la CEP rémitante, dont les anti-CD20, l'alentuzumab, le natalizumab, qui sont très très efficaces. Ce que j'ai redit ce matin, si on veut traiter l'activité inflammatoire de la maladie, on n'a pas tellement besoin d'alternatives thérapeutiques. Il y a bien sûr quelques patients par an en France, moins de 10 très probablement, qui résistent à ces thérapeutiques-là et pour qui la greffe de cellules souches hématopoïétiques est une véritable solution. Mais quand même, à retenir que chez la majorité d'entre eux, contrôler l'activité inflammatoire, ça n'est plus un souci. Et contrairement à d'autres maladies auto-immunes, la sclérose en plaques répond extrêmement bien aux anti-CD20. Et d'ailleurs, ça a été montré dans cette publication de 2020, où quand on compare des patients qui reçoivent très tôt après le diagnostic des traitements de haute efficacité, c'est la courbe bleue, versus ceux qui en reçoivent plus tardivement 4 ans après le début de la maladie, on peut voir que le risque de développer du handicap et de progresser, en fait, il est beaucoup plus bas chez les patients qui reçoivent un traitement de haute efficacité de manière précocement. Alors, est-ce qu'on est satisfait? En fait, pas tout à fait, parce que qu'est-ce que vous pouvez voir quand même, c'est que sur cette courbe bleue, on a toujours
25% à peu près des patients qui, au bout de 8 à 10 ans, vont développer une forme secondairement progressive et un handicap, malgré le fait qu'ils n'accumulent plus de nouvelles lésions. Et il y a 10 à 15% des patients qui sont d'emblée diagnostiqués à ce stade progressif de la maladie, pour lesquels on n'a actuellement pas de thérapeutique à proposer, et on a besoin de traitements qui vont cibler et cette inflammation compartimentalisée dans le système nerveux central et les mécanismes de neurodégénération. Vous voyez où je veux en venir, hein. Et donc c'est vrai qu'il y a eu des essais cliniques sur la thérapie cellulaire dans la sclérose en plaques et les cellules stromales mésenchymateuses. Alors il y a eu ce gros essai clinique qui a été publié en 2021 qui s'appelle MESEMS, qui était l'idée par Antonio Uccelli en Italie, qui a inclus une quinzaine de centres dans une quinzaine de pays, qui s'est intéressé justement à l'effet des CSM chez les patients atteints de sclérose en plaques rémitante. Alors les critères d'inclusion, c'était d'avoir une CEP active, c'est-à-dire de faire des nouvelles lésions ou des nouvelles poussées. Et donc ces patients recevaient une injection de CSM dérivé de moelle osseuse, autologue, et à 6 mois, il y avait un crossover. Donc vous voyez qu'il y a 15 centres qui ont participé, 9 pays, avec un critère de jugement qui était mixte, hein, qu'il y avait un critère d'efficacité sur l'apparition de nouvelles lésions à l'imagerie et un critère de tolérance. Donc ça a été un énorme effort, hein, ça a duré de nombreuses années, je crois qu'il y a eu un patient inclus en France à Toulouse, si j'ai bon souvenir. Et donc, vous voyez, pour avoir une étude avec un peu plus de 120 patients. Et donc là, il y a eu une déception importante, hein, parce que sur le critère principal d'efficacité, on peut voir qu'avoir reçu des CSM ou les avoir reçus de manière retardée, c'est-à-dire avoir reçu le placebo à 6 mois, ne modifie pas le fait d'avoir des nouvelles lésions à l'imagerie. Alors, il y a eu un stop important et un arrêt de l'intérêt très important dans la population de neurologues sur la thérapie cellulaire, mais il faut quand même avoir un regard critique sur cette étude. Alors, c'est beaucoup plus facile, c'est sûr, aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait maintenant sur les CSM et les essais cliniques. On a beaucoup appris. Voilà, ce qui était, ils avaient probablement moins d'éléments à leur disposition au moment du design de l'étude, mais en tout cas, on a des explications, hein, pour comprendre que cet essai, il était négatif. Voilà, comme l'a souligné Karine, il y a différentes manières de produire des CSM, différents types de potentiocés. Là, vous avez vu qu'il y avait 9 centres à inclure, ils avaient tous des productions différentes. C'était une unique injection par voie veineuse de CSM autologue, avec des doses qui étaient très différentes en fait, d'un patient à l'autre. Et puis finalement, si on y réfléchit bien, peut-être que ce n'est pas non plus le meilleur traitement immunosuppresseur pour la sclérose en plaques de forme rémitante. Et faut-il pas réfléchir à une autre population que des patients atteints de CEP rémitante qui pourraient bénéficier de ce type de thérapie? Alors c'est ce qu'ont fait nos collègues israéliens, qui déjà utilisent les CSM depuis de très nombreuses années dans la sclérose en plaques et qui ont publié quelques mois avant d'ailleurs, cet essai clinique de phase 2 dans la CEP de forme progressive. Ils ont inclus cette fois des patients atteints de forme progressive de CEP, avec un handicap modéré. C'était des patients qui marchaient encore, et ces patients, ils ont reçu des CSM dérivés de moelle osseuse autologue, IV ou intratécale, 1 million par kilo. Ils ont reçu soit une injection, soit 2 injections. Je vous remonte le design de l'étude rapidement. Il y avait 48 patients d'inclus, 3 bras, intratécale, IV ou placebo. Donc intratécal, c'est par ponction lombaire, hein, directement dans le liquide céphalorachidien. Et puis à 6 mois, il y avait un crossover. Et donc quand on regarde leurs résultats, en fait, ils ont des résultats qui sont très impressionnants, puisque si vous regardez la première ligne du tableau, en fait, hein, ils ont évalué l'échec du traitement, c'est-à-dire la progression du handicap à 6 mois de l'injection intratécale. Et on peut voir que dans le bras intratécal, enfin à 6 mois de l'injection, dans le bras intratécal, on n'a que 6% des patients qui ont progressé, versus 42% dans le bras placebo et 10% dans le bras intraveineux. Voilà, donc un effet qui était assez impressionnant sur l'aggravation du handicap chez ces patients. Ils ont montré que l'effet était supérieur quand les patients avaient reçu 2 intratécales versus la voie veineuse, mais avec une question qui reste un petit peu, est-ce que chez les patients finalement qui ont une forme progressive un peu pure de sclérose en plaques, qui ne font pas de nouvelles lésions, qui ne font pas de nouvelles poussées, parce que je vous rappelle que la majorité de leurs patients dans leur étude faisaient des nouvelles lésions et des poussées de sclérose en plaques, est-ce que ça fonctionne quand même chez ces patients, parce que c'est beaucoup chez ces patients-là qu'on a besoin d'une alternative thérapeutique. Et donc, c'est les questions qu'on s'est posées, nous, dans la sclérose en plaques. Quelle est la population
finalement qui pourraient le plus bénéficier de ces traitements. Alors la forme progressive de sclérose en plaques, pour les raisons que je vous ai dit, ça paraissait assez évident, il n'y a pas de traitement. Il y a cet essai clinique quand même qui montre des résultats positifs. Dans la forme rémitante, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Moi je pense qu'à un stade très précoce, chez les patients qui ont très peu de lésions, on a d'autres traitements et on sait que finalement le risque de handicap il est très lié à la charge lésionnelle accumulée au moment du diagnostic. Par contre, chez des patients qui ont déjà beaucoup de lésions au moment du diagnostic, chez qui nos traitements vont juste faire empêcher qu'il y ait des nouvelles lésions, mais probablement pas retarder tellement la forme secondairement progressive, on pourrait imaginer des combinaisons dans le futur, en tout cas de traitements immunosuppresseurs et de CSM. Alors la question de la voie se pose, il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont designés par voie intraveineuse, aussi parce qu'il y a beaucoup de données de biodistribution et de tumorogénicité qui sont générées avec de la voie veineuse, mais la question de la voie intrathécale se pose dans cette forme de sclérose en plaques. Pourquoi ? Parce qu'il l'a déjà dit Alain tout à l'heure, mais on sait que en l'absence de rupture de la barrière hémato-encéphalique, de manière naturelle, les CSM elles sont phagocytées dans les poumons, et puis il y a des essais dans des modèles de neurotoxicité, où on voit bien que quand on injecte les CSM par voie intraveineuse, on en retrouve très très peu dans le système nerveux central, voire dans certaines études pas du tout. Alors que finalement, si on les injecte par voie intrathécale directement, on voit dès 24 heures après l'injection intrathécale, c'est ce que vous voyez sur l'image de droite, on voit déjà des cellules stromales mésenchymateuses qui sont capables de pénétrer dans le système nerveux central des souris. Ce qu'on a pu voir également en traitant un groupe de souris par voie intrathécale par ASC ou par PBS, on voit également que très rapidement après l'injection d'ASC, on diminue la sévérité clinique d'un modèle murin de neuroinflammation qu'on appelle l'EAE. Ce que vous voyez de 0 à 5, c'est le handicap. Chez les souris, c'est un score de handicap moteur. Et vous voyez sur la courbe rouge, en fait, que très rapidement, après l'injection d'ASC, on a déjà une diminution de la sévérité du pic. Et puis après, une diminution importante de la phase chronique et probablement une meilleure récupération aussi. Donc on peut imaginer aussi des mécanismes de rémyélinisation meilleurs, même si ça, il va falloir le démontrer. Alors, ce qui est intéressant quand on s'intéresse justement à ces études un petit peu qui ont été faites en intrathécal, c'est de regarder quelles données on a finalement pour explorer le contrôle de l'inflammation in situ. Alors, on a un peu de données chez la souris, pas grand-chose quand même. On voit qu'il y a une augmentation des T régulatrices dans le système nerveux central des souris. On voit également dans une autre étude qu'il y a une globale diminution de l'infiltrat immunitaire T. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les deux études qui ont été faites chez l'homme, chez des patients CEP, la première étude à gauche, qui est une étude américaine où ils ont injecté en intrathécal des progéniteurs neuraux dérivés de CSM, on peut voir après traitement qu'ils retrouvent dans le liquide céphalorachidien une diminution du CCL2, qui est un chémoattractant monocytaire et lymphocytaire, et une augmentation du TGF-bêta. Et que dans l'étude israélienne, où ils ont regardé également à 6 mois post-traitement, on peut voir une diminution du taux de neurofilament. Le neurofilament, pour nous neurologues, c'est le reflet de la dégradation neuronale et des lésions dans la sclérose en plaques. Donc on peut voir une diminution de ce taux de neurofilament chez les patients traités par CSM en intrathécal et une diminution du taux de CXCL13 dans le liquide céphalorachidien. Je me suis dit, il y a encore assez peu de données aujourd'hui pour vraiment explorer ce contrôle de l'inflammation in situ. Pour ce qui est de la remyélinisation et des mécanismes de réparation, là, on va s'intéresser plus à des modèles de neurotoxicité, qui sont des modèles classiquement cuprisone, qui sont des modèles de toxicité oligodendrocytaire où on voit une démyélinisation. C'est le marquage Luxol Fast Blue que vous voyez en haut en bleu. Et vous pouvez voir que quand on ajoute des CSM directement en intraventriculaire chez ces souris, on a une remyélinisation qui est bien plus importante que dans le bras contrôle. Finalement, ce qui nous intéresse beaucoup quand on design un essai clinique, c'est les données de safety. Alors en fait, vous pouvez voir que des données de safety sur les CSM en intrathécal dans la sclérose en plaques, il y en a déjà pas mal. Il y a plus de 150 patients, si on prend toute la littérature, qui ont déjà reçu en intrathécal des CSM. Alors, autologues, quasiment tout le temps, des CSM de moelle osseuse autologues, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même assez peu d'alertes. C'est un traitement qui est relativement bien toléré. Il y a eu un cas d'encéphalopathie réversible, encéphalopathie épileptique qui a été réversible et sinon pas d'effet indésirable grave. Donc finalement, quelle voie
est le plus intéressante pour nous dans la sclérose en plaques, comme je vous le disais, hein, probablement la voie quand même intratécale. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que on va donner toutes les chances au CSM de diffuser dans le système nerveux central. Il y a des données de safety, hein, alors avec des injections de CSM autologues, mais qui sont globalement extrêmement rassurantes, et il y en a d'ailleurs dans d'autres maladies neurodégénératives, pas que la sclérose en plaques. Et puis dans les modèles murins et dans cet essai clinique de l'équipe israélienne, on a l'impression que l'efficacité de l'intratécale est probablement supérieure à la voie veineuse. La question du choix des CSM, en fait, elle l'a déjà bien abordée Karine tout à l'heure, donc je vais aller vraiment très rapidement. Je crois qu'elle vous a convaincu que les ASC avaient des capacités immunosuppressives plus importantes que les cellules souches dérivées de moelle osseuse. Et la question de l'impact du donneur, ça c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais la question du donneur est probablement assez importante. Il y a des variabilités interbatch de CSM, et on sait que par exemple le sexe, le genre, oriente l'efficacité des CSM et leur capacité immunosuppressive, tout comme l'âge du donneur, mais également son indice de masse corporelle. Ce qu'on sait également maintenant, il y a de plus en plus de publications, et dans la sclérose en plaques, il y a au moins 3 papiers qui ont montré que les CSM de patients atteints de sclérose en plaques avaient une capacité immunosuppressive moindre. Alors, c'est ce que vous pouvez voir ici, juste ici, comparé à des CSM contrôle. On a une inhibition de la prolifération lymphocytaire T qui est moins bonne, et ça, c'est des données qui ont été reproduites dans différentes maladies auto-immunes. Alors, si on injecte des CSM allogéniques, quel est le risque d'alloimmunisation? Ça, c'était quelque chose qui nous avait un petit peu alerté aussi, parce que ce n'est pas complètement anecdotique. Dans cet essai clinique d'ASC allogénique pour traitement de la fistule périanale de la maladie de Crohn, vous voyez qu'il y a un tiers des patients qui ont développé des anticorps antidonneurs à 3 mois, même si certains ont vu une régression de ces anticorps antidonneurs. Les données plutôt rassurantes, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'association entre l'efficacité clinique et la présence de ces anticorps antidonneurs. Et c'était le même cas dans l'étude de Dominique, où il y avait 2 patients, si je ne me trompe pas, qui ont présenté des anticorps antidonneurs, mais sans lien évident avec l'efficacité. En tout cas, c'est certain que c'est quelque chose qu'il faut monitorer dans les essais cliniques utilisant des CSM allogéniques. Alors nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire du coup avec toutes ces informations? C'est de partir sur un essai de phase 1, utilisant des ASC allogéniques qu'on va injecter en intratécale à des patients atteints de sclérose en plaques de forme primaire progressive. Voilà, alors la dose, on l'a déterminée surtout sur des données de la littérature, parce que là encore, on a très peu de données pour savoir quelle dose choisir à injecter. Donc on est parti sur 50 millions d'ASC tous les 3 mois. Donc ça sera des patients qui ont une forme progressive non active de sclérose en plaques, qui sont encore capables de marcher 100 mètres avec une canne, tout simplement parce qu'on veut pouvoir avoir quelques critères d'efficacité clinique et que c'est toujours beaucoup plus difficile pour nous quand ils sont en fauteuil roulant. Et donc avec un critère principal qui est un critère déjà de tolérance, donc on inclut uniquement 10 patients dans cette étude de phase 1, avec l'objectif, si ça se passe bien, de pouvoir passer à une phase 2 rapidement. Et puis, comme je suis dans l'équipe de Karine, forcément, nous, l'immunomonitoring, ça nous intéresse. Donc on a prévu de faire un immunomonitoring sang et liquide céphalorachidien tous les 3 mois également chez ces patients, voilà, comme on aura peu de cellules dans le LCR, avec des techniques de single-cell RNA-seq pour être le plus précis et le plus fin possible dans ce qu'on pourra détecter. Et puis en parallèle de ça, on y a à côté une étude un petit peu plus mécanistique où on va s'intéresser aux capacités de remyélinisation de ces CSM qui sont au jour d'aujourd'hui pas bien connues. On va faire ça en collaboration avec l'Institut Cerveau-Moelle, qui a entre autres des cultures d'oligodendrocytes et des organoïdes in vitro. Et puis, on va continuer ce qu'on a commencé à faire dans notre modèle murin de neuroinflammation. Donc, ça nous permettra de tester les ASC qu'on va injecter aux patients directement dans le modèle murin. Voilà, alors je remercie forcément Karine, voilà, qui a fortement contribué à l'élaboration de ce projet et qui contribuera aussi à l'immunomonitoring. Muriel et Thomas, Muriel qui est là-bas, mais qui sont en charge du modèle EAE de neuroinflammation et de l'effet des CSM. Bien sûr, Dominique, parce que Matec soutient cet essai clinique et nous a beaucoup aidé également au design et à l'écriture du protocole avec tous les aspects réglementaires. Hélène Rouard à l'EFS qui va produire les cellules à l'EFS de Créteil, et puis bien sûr l'équipe de neurologie qui va inclure des patients, on espère. Je vous remercie.